Dieudonne Gentil, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio J. Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de Où vont les ombres quand la nuit vient. C'est un roman historique qui est publié aux éditions Hervé Chopin. Et vous nous venez de l'île Maurice. Et ce roman historique est dans le cadre de l'île Maurice, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 26 décembre 1940, plus de 1500 Juifs arrivent à l'île Maurice. Alors, dites-nous, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés là ? Ils sont arrivés là ils viennent d'Europe centrale, du couloir de Danzig, de Bratislava, d'Europe centrale, et ils fuient le nazisme. Et ils embarquent donc à bord d'un bateau qui s'appelle l'Hélios, qui descend tout le Danube jusqu'à la mer Noire, et puis ils arrivent jusqu'à l'océan Indien. D'abord, ils vont en Palestine. Sous mandat britannique, donc la Palestine, nous sommes en 40. Et que leur arrive-t-il ? Nous sommes en 40, la Palestine est sous mandat britannique. Ils débarquent à Atlit. Les Anglais refusent de les débarquer en prétextant des troubles et en leur disant vous allez encore tout droit, vous allez dans une autre colonie qui s'appelle l'île Maurice, une autre colonie anglaise. Et donc, ils débarquent chez nous le 26 décembre 1940 à 18h30. Le premier bateau, qui s'appelle le New Zealand, débarque à Maurice. Et que leur arrive-t-il ? Alors, ils sont mis en détention, ce sont des prisonniers, des réfugiés, des immigrants ? Un peu tout à la fois. Un peu tout à la fois. Ils arrivent, ils ne sont pas considérés, bien sûr, ils ne sont pas dans un camp de concentration, hein. Ils sont dans un lieu fermé. Quelquefois, le gouvernement britannique les appelle détenus, quelquefois réfugiés, rarement prisonniers. Et parce que ce ne sont pas véritablement des prisonniers dans le sens où on l'entend. Ils peuvent sortir, ils ont un petit orchestre, ils vont jouer des opéras dans les théâtres mauriciens. Ils sont là, ils gagnent leur vie. Ce ne sont pas des vacances, hein. Ils sont traités de manière assez, j'allais dire, sévère. Et d'ailleurs, il y a des maladies, il y a de la dysenterie, il y a des morts. Il y a la maladie, il y a la dysenterie, il y a le choléra. Ils sont 1580. Quand ils repartiront, il y aura eu 250 qui seront morts à Maurice. Et d'ailleurs, il y a encore à Maurice un petit cimetière juif. Ça me fait toujours être très fier de mon pays quand je vois, si vous venez à Maurice, que vous allez voir le cimetière juif. Il est entre le cimetière musulman et le cimetière catholique. Churchill avait donné des directives pour bien les traiter. Est-ce qu'on sait pourquoi Churchill était préoccupé de leur sort comme ça ? Churchill était préoccupé du sort des Juifs en général, mais Churchill était préoccupé parce qu'il y avait des Anglais ici, des Anglais à Maurice, qui étaient persuadés qu'il y avait des espions parmi eux, parce qu'il y avait aussi des Allemands. Des Juifs allemands qui avaient fui, voilà. Et on les prenait pour des espions. Voilà, et donc ils étaient sous contrôle sévère, et les Anglais à Maurice estimaient qu'il ne fallait pas trop bien les traiter pour que ça ne fasse pas appel d'air que d'autres colonies juives viennent à Maurice. Et Churchill les a mis au pas en disant, vous les traitez bien, ce ne sont pas on n'est pas dans un camp. Voilà, ces gens-là sont là, on les protège de ce qu'ils auraient subi là-bas. Certains considèrent, en tout cas vous le racontez dans votre livre, qu'ils sont trop bien traités. La rumeur court que la viande c'est pour eux, alors que d'autres sont victimes de privations. Il y avait ce fond-là à Maurice à l'époque ? Pas vraiment. C'est ce que certains journaux rapportent de l'époque, mais par exemple, quand les Juifs débarquent à Maurice, pour la première fois, il y a quelqu'un qui dit, c'était un rabbin qui s'appelait Mère Bieler, et qui dit, c'est la première fois que nous sommes accueillis quelque part. Des Mauriciens, on voit dans les journaux de l'époque, des vieilles dames hindoues avec des paniers de fruits, des fleurs, qui accueillaient les réfugiés juifs, qui leur ont donné des fleurs, qui ont jeté les fleurs sur les bus dans la grande tradition hindoue, quoi, hein, avec des fleurs, des guirlandes, etc. Et donc le rabbin a dit, pour une fois, on est bien accueillis quelque part. Alors, cas exceptionnel, inédit sur toute la planète, je crois. À quelques hectomètres de l'endroit où ils sont détenus, il y aura quelques mois plus tard des Allemands, des soldats allemands. Alors eux, d'où viennent-ils ? Eux, alors, ils sont sur un bateau qui s'appelle le Cormoran, qui voyage dans l'océan Indien. C'est un navire de guerre allemand maquillé en cargo, comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais ça n'a pas trompé les forces alliées. Il y a un bâtiment australien qui s'appelle le HMS Canberra, qui a détruit le bateau, qui a tiré des coups de canon. Le bateau a coulé. Ils étaient 300 à bord.
230 se sont noyés, 70 selon la Convention de Vienne ont été recueillis. Et où les emmener? On les a emmenés à Maurice. Et à partir du 7 mars 1941, Maurice devient une terre où il y a des prisonniers juifs et allemands à 500 mètres les uns des autres, ce qui est quand même... Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Sans doute non. Et alors, il y a dans votre livre un surintendant qui gère les deux prisons. C'est d'ailleurs le héros de l'ouvrage. Est-ce que ce personnage a existé? Ce personnage a existé dans la tête du romancier. Alors c'est déjà beaucoup. Mais est-ce que l'administration mauricienne a gardé beaucoup de traces de cette double gestion de deux types de prisonniers antagonistes? Non. Le côté allemand a été soigneusement effacé. On n'en parle plus. Secret défense? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un seul monsieur qui était assez pro-allemand, qui est très vieux, qui est mort il y a une quinzaine d'années, qui avait écrit un petit livre qui s'appelle Croix de fer. Où il racontait, parce que lui, comme il parlait allemand, un des rares Mauriciens parlant allemand, je crois qu'il a servi d'interprète auprès des soldats. Vous racontez dans votre livre une manifestation de soutien aux prisonniers allemands. Il y a tout un réseau qui est plutôt pro-allemand. La population mauricienne est allée jusque-là à l'époque? La population mauricienne était majoritairement gaulliste. Maurice est une île britannique depuis 1810. Mais le débat politique français était présent. Ah, il est très présent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Maurice était essentiellement gaulliste, mais Maurice, on ne peut... Maurice, c'est pas un pays, comment je veux dire... Pas homogène. C'est pas un pays homogène. Il y a une population hindoue, musulmane, chinoise, créole, africaine, blanche côté anglais, blanche côté français. Donc, c'est pas simple tout ça. Donc dedans, il y avait des pétainistes, il y avait des gaullistes. Chez les Indiens, il y avait des Indiens ultranationalistes pour qui le principal ennemi était la Grande-Bretagne. Et tout ce qui était ennemi de la Grande-Bretagne était leur ami. Le principal, c'était de mettre les Anglais dehors de l'Inde. Et donc, Hitler devenait un allié. Voilà, Hitler devenait un allié objectif. Vous citez plusieurs fois Subhas Chandra Bose, leader politique donc d'un mouvement nationaliste hindou, qui lui a fait carrément le voyage en Allemagne. Lui, il a fait le voyage, il a été reçu par Himmler, il a été reçu par Hitler, il a voyagé dans la voiture de Himmler, et puis il était ouvertement pro-allemand. Lui, il a pensé que l'Allemagne allait gagner la guerre, et qu'il deviendrait le Premier ministre de l'Inde, et qu'il aurait l'indépendance de l'Inde à travers les Allemands. C'était un choix risqué. L'influence de ce mouvement nationaliste hindou était très puissante à Maurice. Oui, et elle l'est toujours. Aujourd'hui, les gens semblent oublier, mais Subhas Chandra Bose, son successeur idéologique, c'est Narendra Modi. Qui est l'actuel chef du gouvernement et qui est très nationaliste. Qui est très nationaliste. Je ne sais pas si on peut se rendre compte. Vous savez, l'Inde, c'est un pays très proche de Maurice. Moi, je vais souvent en Inde, je voyage souvent, j'ai fait des documentaires là-bas. Aujourd'hui, en Inde, dans une ville qui s'appelle Pune, et où est né l'assassin du Mahatma Gandhi, qui s'appelle... j'ai oublié son nom. On retrouve son nom. Peu importe. Et il a une statue en plein centre de la ville, tenez-vous bien, où les députés de Narendra Modi viennent mettre des fleurs. Vous imaginez une statue de Lee Harvey Oswald devant la Maison Blanche, quoi. C'est ça. Goptal, le nom de l'assassin. On va le retrouver. On va le retrouver. Ça nous reviendra. Naturam Godse. Godse, voilà. Naturam Godse. J'étais pas loin. Comment ont réagi les Britanniques, les autorités britanniques face à ce cocktail de population mêlée et puis à ce cocktail d'opinion politique? Il y avait une oppression rude? Il y avait une oppression rude, mais vous savez, la spécialité des Britanniques, c'est diviser pour régner. C'est leur manière même de fonctionner. Donc, ils ont toujours essayé d'infiltrer un peu les hindous, un peu les blancs, un peu les métis, un peu les chinois, et essayer de diviser tellement la population mauricienne qu'ils étaient, eux, toujours... le juste milieu, le centre de gravité. Non, et puis un pas en avant. Ils étaient toujours en avance, puisqu'ils... comment dire, il mettait de la zizanie entre toute la population pour pouvoir mieux contrôler le tout, quoi.
Diviser pour régner, ça marche, Voilà, ça marche c'est- toujours. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'amitié dans votre livre. Il y a aussi l'ombre portée des figures paternelles et notamment de ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale. Et il y a des Mauriciens qui sont venus lors de la Première Guerre mondiale risquer leur vie, mais là du côté britannique, du côté français. Du côté britannique, ils étaient appelés sous les drapeaux, comme on disait. Ils partaient, Maurice était une colonie britannique, mais ils partaient, ils allaient combattre avec les Alliés, quoi, en France. Ils sont morts au Chemin des Dames, ils sont morts à Verdun, ils sont morts un peu partout. Il y a un très beau livre qui a été publié sur l'histoire des Mauriciens pendant la Première Guerre. Ils ont été à peu près 500, et c'était beaucoup sur une population de 500 000, 500 Mauriciens qui partent combattre pour une abstraction qui est À plus de 10 000 kilomètres. à plus de 10 000 kilomètres. À la fin de votre ouvrage, on voit les prisonniers allemands qui sont rapatriés en Europe. Eux seront emprisonnés jusqu'à la fin de la guerre. Ce sont des prisonniers de guerre. Et puis, les Juifs pourront enfin rejoindre la Palestine. Mais très tard, bien après la fin officielle des hostilités. Voilà, les Juifs regagnent la Palestine vers juillet 45. Juillet-août 45, et ils repartent en masse sur les bateaux, enfin pas les 1500 puisque beaucoup sont morts ici. Et ils regagnent la Palestine. Et ils regagnent, oui, c'est toujours la Palestine, c'est pas encore Israël. Et ils sont tous aujourd'hui en Israël. Ils vivent tous en Israël. Et dans quelques mois, leurs descendants, certains de leurs descendants, vont revenir. C'est quelque chose d'incroyable. Dans quelques mois maintenant, 45 de ces anciens réfugiés, qui étaient des enfants, qui sont nés en captivité, vont revenir à Maurice pour la première fois, voir les lieux de leur naissance, qui est donc une prison. Et ils vont venir passer quelques semaines, je crois, comme une sorte de pèlerinage sur les lieux de leur enfance. Des cérémonies sont prévues, ils sont accueillis, il y a des choses. Ils seront accueillis par il y a un monsieur à Maurice qui s'appelle Owen Griffiths et qui s'occupe du musée juif. Et oui, on va les recevoir. Et moi, je vais tourner un documentaire sur cette arrivée et sur cette histoire bouleversante, quoi. C'est vraiment, vous imaginez des gens qui aujourd'hui ont 70 ans, 75 ans, qui vont venir voir cette prison où ils sont nés. Ils sont partis, ils avaient 2 ans, 3 ans, certains 5 ans, 6 ans, et où certains, leurs parents sont morts là. Je m'attends à un moment de grande émotion. Ça sera un moment de grande émotion, comme dans votre livre où il y a beaucoup d'émotions. C'est troublant aussi. Où vont les ombres quand la nuit vient? C'est chez Hervé Chopin Éditions. Alain Gordon-Gentil, merci, bonne journée. Merci beaucoup.